Alors essayons de montrer d'où vient cette racine crustale dissymétrique et puis de montrer plus généralement comment se forme, comment se structure une chaîne de montagnes de collision. Donc tout ce que nous allons dire là n'est valable que pour des chaînes de collision, mais de toute façon c'est les seules qui sont au programme. Donc notre objectif va être de montrer que les Alpes ont une structure en prisme, ce qui a déjà été évoqué en TP, des empilements d'écailles, et que dans ces empilements d'écailles, la structure n'est pas quelconque. On voit un métamorphisme de subduction et avec une intensité croissante, et au contraire un âge qui est décroissant quand on va de l'ouest vers l'est. Donc commençons d'abord par la notion de dissymétrie de la racine crustale et le lien que cela a avec la disparition de l'océan par subduction. Si on se représente juste la disparition de l'océan, ça ne fait pas apparaître une racine crustale continentale constituée de granit et de gneiss. Ça ne fait disparaître que des gabbros, des péridotites. Donc si on veut qu'une racine crustale apparaisse, on en vient à cette idée que peut-être le continent aussi, au moins partiellement, peut s'engager dans une subduction. Et le fait d'avoir une lithosphère continentale qui passe en subduction sous une autre lithosphère continentale, c'est ce qu'on appelle la collision continentale. Alors, je ne dirai jamais qu'il y a une lithosphère continentale qui passe sur, parce que sinon ça veut dire qu'il y a quelque chose pour la soulever de 30 km et nous n'avons pas ce genre d'argument. Par contre, nous avons beaucoup d'arguments pour expliquer pourquoi une lithosphère continentale peut descendre de 30 km et passer sous une autre. C'est parce que justement elle est déjà reliée à un océan qui est déjà en subduction. Donc on ne peut pas commencer cette explication de l'apparition de la racine crustale sans s'intéresser à la disparition de l'océan par subduction, puisque c'est ça qui va être le moteur de la subduction continentale. Donc vous retournerez voir le cours sur le métamorphisme et en particulier comment nous avions réussi en TP, à l'aide d'arguments pétrologiques, à trouver la paragénèse correspondant au maximum de profondeur pour les roches du Kéras, au maximum de profondeur pour les roches du Viso. Donc elle faisait tout un trajet, mais ensuite on s'intéressait seulement à ce qu'on appelle la jauge de profondeur, la profondeur maximum enregistrée par ces roches. Les professionnels travaillent sur de multiples roches provenant de la zone du Kéra et de plusieurs affleurements différents du Viso. Et à partir de ça, on a une dizaine de points à travers lesquels on peut faire passer une droite. Et une droite dans un espace pression-température, c'est par définition un gradient de température. Ce gradient de température est un gradient qui est froid, 10 degrés par kilomètre à peu près. Donc dans ce gradient froid, on ne connaît qu'un contexte qui est le contexte de subduction qui est froid parce que la lithosphère qui rentre en subduction a perdu sa chaleur par le métamorphisme hydrothermal. Donc si tout ça n'est pas clair, retournez voir le TP et le cours métamorphisme, mais surtout le TP. Donc le métamorphisme, ça va nous permettre de donner des arguments en faveur du fait qu'il y a subduction de l'océan, puis collision, c'est-à-dire subduction du continent. Donc dans le TP métamorphisme, on avait travaillé sur cette grande carte métamorphique, dans lequel on voyait qu'effectivement, quand on va de l'ouest vers l'est, il y a un gradient de métamorphisme, puisqu'au départ, on a quelque chose de tout à fait négligeable. On est dans le sous-faciès schiste vert léger, tout ça, c'est ce que la carte au millionième néglige complètement. Puis ensuite, on arrive dans le faciès schiste vert de haute pression, ce que la carte au millionième appelle schiste vert tout court, donc dans cette zone-là. Schiste vert, quand vous avez que schiste vert, vous ne pouvez pas dire grand-chose, parce qu'en fait, toutes les roches qui sont enfouies retournent par exhumation par le faciès schiste vert. Donc vous ne pouvez rien conclure en termes de mécanisme. Par contre, quand on commence à atteindre le faciès schiste bleu, ce faciès schiste bleu, lui, il n'existe qu'en subduction. Et puis même chose pour le faciès éclogite,
qui n'existe aussi qu'en subduction. Donc on a un gradient de métamorphisme haute pression, basse température tout à fait typique de la subduction. Il n'y a pas d'interprétation alternative. On avait remarqué aussi que au nord, la zone qui n'est pas officiellement à notre programme, il y a des faciès qui correspondent à des faciès de type granulite, ce qui est tout à fait différent. Donc nous, ce que nous avons décrit, on est dans cette zone, une zone tout à fait classique pour une subduction. Et puis ce qu'on voit dans la zone au nord, c'est plutôt quelque chose qui est par ici, avec des granulites, avec des amphibolites. Donc on se dit, c'est tout à fait incohérent, c'est en train de me raconter deux histoires complètement différentes dans la même chaîne de montagne, ça va pas. En fait, ça va si vous remettez du temps. N'oubliez pas que c'est long l'histoire d'une chaîne de montagne et on échantillonne ce qui remonte avec le temps. Au début de la formation de cette chaîne de montagne, il y a donc disparition de l'océan et on a échantillonné un certain nombre de massifs ophiolitiques provenant de cette subduction océanique, d'où le gradient haute pression, basse température. Mais ensuite, ces roches qui sont enfouies, elles vont progressivement se réchauffer parce que justement, elles sont enfouies en profondeur dans le manteau. Donc toutes ces roches de profondeur vont se réchauffer et si on a la chance qu'elles remontent et qu'on puisse les échantillonner, à ce moment-là, le métamorphisme typique qu'elles vont présenter, c'est un gradient géothermique tout à fait normal parce qu'elles ont eu le temps de se réchauffer au contact du manteau environnant. Ici, ce schéma vous montre comment le gradient de température d'une chaîne de montagnes de collision change avec le temps. Donc on démarre ici, on est donc simplement pour le moment dans la disparition de l'océan. Donc il faut bien penser que la lithosphère ici s'est refroidie, elle a perdu énormément de chaleur par hydrothermalisme, donc c'est pour ça que c'est une lithosphère qui est froide, qui rentre ici en profondeur. Alors ici vous remarquerez qu'ils ont dessiné une épaisseur assez marquée pour la croûte. Ils ont fait quelque chose de 8 km d'épaisseur, ce n'est pas convenable. En fait, si on voulait correctement représenter la croûte, eh bien, il faudrait la faire absente la plupart du temps ou limiter aux roches sédimentaires avec des petits massifs par-ci par-là. Ça, ce serait beaucoup plus crédible. Et puis, laisser ici la péridotite, parfois transformée en serpentinite. Donc, tout ce matériau jusqu'à la zone serpentinisée est froid parce que l'eau a circulé à travers cette structure et l'a refroidi. Donc on est ici forcément sur un gradient relativement froid à cause de la faible température de la plaque plongeante. Quand on arrive aux faciès éclogides, puisqu'il s'agit de minéraux ne comportant pas de groupement alcool, il y a libération d'eau. Donc ce qui est caractéristique de cette phase de subduction, c'est qu'elle génère deux choses. Un gradient froid d'une part, de l'eau d'autre part, et donc nous avons ici de la serpentine et non pas de la péridotite classique, que je vais dessiner avec des plus petits chevrons. Ensuite, à cause de l'attraction de cette plaque plongeante qui est plus dense que le manteau, une partie du continent va suivre et va rentrer en subduction, ce qui est représenté ici. Donc lui-même va subir du métamorphisme dans les faciès amphibolites granulites, ce qui le rend plus dense que le manteau, parce que le manteau ici c'est justement celui qui a reçu l'eau et qui est sous forme de serpentinite, donc qui a une densité qui est un petit peu inférieure à 3. À ce moment-là, ce matériau a encore pas vraiment eu le temps de se réchauffer, il est encore relativement froid, mais au fur et à mesure du temps, la chaleur environnante va pouvoir réchauffer cet élément, d'autant plus que cet élément ne bouge plus au bout de quelques temps, justement parce qu'il a atteint exactement la densité des éléments environnants.
Et donc, comme on atteint des densités qui sont à peu près similaires, c'est pas du tout comme la lithosphère océanique qui se déplace sans cesse et qui rencontre donc sans cesse du manteau plus chaud. Là, au contraire, au bout d'un moment, le système se bloque quand les densités sont devenues à peu près équivalentes. Donc, quand la lithosphère continentale s'est un peu enfoncée, mais ensuite elle atteint une limite et elle reste bloquée. Et donc, puisqu'elle ne bouge plus, elle reçoit de la chaleur environnante, elle se réchauffe tout doucement, et donc elle passe d'un gradient de subduction en se réchauffant, elle retourne tout doucement au gradient géothermique normal, qu'on appelle aussi gradient de collision ou pression intermédiaire, moyenne température. Là, je vois qu'il y a une erreur sur la diapo, c'est moyenne température. Et toute l'eau qui est présente ici sous forme de serpentinite peut être utilisée dans des réactions de métamorphisme, et donc de l'eau peut passer à la base de la croûte, d'où les très nombreux phénomènes d'anatexie que l'on constate à la fin de la vie d'une chaîne de montagne. Donc à la fin de la formation d'une chaîne de montagne, on retourne sur un gradient normal, donc pression intermédiaire, moyenne température, mais il y a de l'eau, celle qui a été amenée dans la phase numéro 1, il y a de l'eau, d'où les phénomènes à très très fréquents d'anatexie, ou si on le représente comme en bas sur ce gradient pression-température, on commence dans un gradient de subduction, ça se réchauffe pour passer dans un gradient géothermique normal, mais puisqu'il y a de l'eau, c'est le solidus du granit hydraté qui nous intéresse, puisqu'il y a de l'eau, la croûte va pouvoir fondre, créer de l'anatexie, et on va éventuellement échantillonner ensuite quelques massifs en surface. Alors on présente souvent quelque chose de très simple dans lequel on a d'abord une marge continentale sur laquelle on rajoute au bout un océan qui disparaît par subduction. On fait un schéma qui ressemble en gros au Pérou, Chili. On va pas pouvoir faire ça pour les Alpes. Pour les Alpes, c'est beaucoup trop simpliste. N'oubliez pas que nous avons des massifs européens qui sont présents de l'autre côté de l'océan. Bon, ça, à la rigueur, ça pourrait être juste un petit problème de remontée, mais qui présentent un métamorphisme extrêmement précoce, qui est même avant le métamorphisme de l'océan lui-même. Donc le schéma classique où j'ai un continent qui se poursuit par un océan, et puis c'est la subduction de la lithosphère océanique qui entraîne celle du continent, ça marche pas. Ça marche pas pour Dora Mera. D'où ce qu'on vous propose ici, que oui, au démarrage, c'est bien l'océan qui a entraîné en profondeur Dora Mera, mais qu'il y avait encore de l'océan, et notamment les massifs ophiolitiques que nous avons étudiés, qui eux se métamorphiseront plus tard, d'où la différence de date entre le métamorphisme de Dora Mera et le métamorphisme de l'océan. Et il suffit qu'il y ait eu au démarrage un peu d'océan associé à Dora Mera pour qu'il y ait ce qu'on a appelé la traction de la plaque plongeante, c'est-à-dire que le métamorphisme présent dans les métagabbros et les métabasaltes de la plaque plongeante la rendent beaucoup beaucoup plus dense que la roche environnante, puisque cette roche environnante, ce n'est pas de la péridotite classique de densité 3,3, mais c'est au contraire de la serpentinite hydratée, ce qui fait que les roches métamorphiques sont plus denses que la serpentinite alentour. Donc ça peut faire une traction sur cette plaque plongeante, tirer le continent, qui se met lui aussi à se métamorphiser. Donc on se retrouve avec des gneiss, donc dans les faciès amphibolitiques, granulitiques, etc. Ce qui les amène à descendre un peu en profondeur, mais le métamorphisme à partir des roches continentales siliceuses ne permet jamais d'atteindre une densité aussi forte que celle qu'on voit à partir des minéraux, des métabasaltes et des métagabbros plus pauvres en silice. Donc l'enfouissement peut commencer, mais il va ensuite se bloquer, ce qui fait que dans les modèles, quand on fait une telle différence de densité, on a très souvent rupture entre la croûte océanique et la croûte continentale, et la croûte océanique continue toute seule son chemin vers les profondeurs. Et le massif de Dora Mera, lui, remontera de l'autre côté. Alors comment est-ce qu'on sait tout ça? C'est que
je vous ai dit, il est possible de faire des datations absolues du métamorphisme, à condition de prendre les minéraux métamorphiques seuls. On peut dater le métamorphisme du chenaillé, vers 80-90 millions d'années. On peut dater la subduction océanique, en plein milieu du tertiaire, mais la subduction continentale de Dora Mera la précède. Donc c'est elle qui commence cette histoire, et c'est ça qui est particulièrement original. Et le bassin flexural qui signe l'empilement des croûtes océaniques, parce que c'est le poids des croûtes continentales, pardon, parce que c'est le poids des croûtes continentales qui fera la flexure, elle n'apparaît que à toute fin oligocène, à moins 35 millions d'années. Voici un exercice que vous devez faire. Notre objectif est de montrer qu'il existe une subduction continentale. Donc c'est parce qu'on a récupéré une roche qui est typiquement continentale que l'on va pouvoir parler de subduction continentale. C'est une quartzite, c'est-à-dire qu'au démarrage, le protolithe était probablement du grès, et que ce grès ensuite s'est métamorphisé en quartzite. Donc on appelle quartzite n'importe quelle roche qui est constituée quasiment exclusivement de quartz. Ou très très riche en quartz. Donc ici, elle ne contient pas que de la silice, il y a aussi un petit peu d'aluminium puisque par métamorphisme, des grenats peuvent se former dans cette structure. On vous propose une photo qui est issue de cette quartzite à très fort grossissement, dans lequel on observe au centre un minéral tout à fait classique, donc transparent en lumière polarisée non analysée, avec des teintes de gris tout à fait caractéristiques du quartz. Donc l'on identifie sans problème. Quelque chose de plus transparent, plus lumineux si on ose s'exprimer ainsi, en lumière polarisée analysée, qui est de la coésite. Donc la coésite, comme le quartz, est constituée seulement de silice. La différence entre le quartz et la coésite, c'est le volume molaire. Le quartz, qui est plutôt un minéral de surface, a un volume molaire de 2,27 cm3 donc par mol de quartz, et la coésite de 2,06. Donc c'est une forme beaucoup plus compacte de la silice. Le quartz se transforme donc en coésite lors des augmentations de pression, et inversement, lors d'une diminution de pression, la coésite se retransforme en quartz. Donc ces figures de quartz entourées de coésite, c'est relativement classique. Là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il est entouré de grenats. Alors comment est-ce que je sais que c'est du grenat? C'est qu'en lumière polarisée non analysée, je vois une teinte relativement marron, et quand je regarde en lumière polarisée analysée, c'est totalement noir. Donc je sais que c'est une structure isotrope. Une structure isotrope, ça peut être un trou. Bon, je vérifie en lumière non analysée qu'effectivement ce n'est pas un trou. Ça pourrait être des oxydes qui ont une couleur noire, mais je vérifie en lumière polarisée non analysée qu'il n'y a pas cette couleur noire. Donc il s'agit bien d'un minéral. Un minéral isotrope, je n'en connais qu'un, donc c'est du grenat. Ce que vous devez faire à partir de cette photo, c'est de produire une série de schémas expliquant comment on arrive à cette disposition en tenant compte du fait qu'il y a ici de très nombreux craquelures du grenat, que cela n'est pas endogène. Un grenat ne présente pas normalement ces craquelures. Ces craquelures résultent d'une fracture du minéral. Donc vous devez arriver à expliquer comment à partir d'une roche siliceuse contenant de l'aluminium, on arrive à obtenir cette séquence au centre du quartz, en périphérie de la coésite, et un grenat qui a éclaté sous l'effet d'une augmentation de pression. Je vous laisse chercher et la prochaine vidéo vous montrera comment on peut arriver au résultat.